Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir dans cet endroit où résonne la musique, au centre de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ensemble et cette salle, s'il vous plaît? Alors, je vais vous présenter la salle parce que l'ensemble, on le connaît depuis 30 et quelques années. C'est un ensemble qui rayonne beaucoup à Marseille, mais évidemment dans toute la France, à l'étranger, beaucoup dans le monde entier. Donc, bon, c'est un ensemble qui est voué à la musique d'aujourd'hui, essentiellement. Mais la salle, c'est la salle de l'ensemble, d'où son nom, hein, c'est la salle Musica 13. C'est une salle où il y a 200 places, c'est un petit auditorium avec un beau plateau. C'est d'abord notre salle de répétition. C'est l'endroit où tout se crée, où tout se fait. Et comment dire, tout se transforme et tout se partage. Tout se partage avec les publics qui viennent. Nous donnons en général des concerts en avant-première ici, dans cette salle. Les créations, les Marseillais ont la chance de pouvoir les entendre avant tout le monde, même si la création officielle devait se faire à Paris, ça nous arrive assez souvent, ou je sais pas où, à Berlin ou n'importe où, mais n'empêche que c'est ici que les choses se font et c'est ici que les gens, le public peut entendre ça. Tel un laboratoire musical en quelque sorte? Oui, c'est un laboratoire, enfin c'est une salle de répétition, mais c'est un laboratoire parce qu'il y a des compositeurs vivants qui y passent. Un compositeur vivant qui passe, c'est quelqu'un qui transforme ce qui est déjà écrit sur la partition, qu'il a déjà écrit, peut être transformé parce que c'est ici qu'il va entendre pour la première fois la pièce et que tout d'un coup va nous demander plus ceci, plus cela, ou attendez, cette nuit je vous transforme la page, là elle ne me plaît pas du tout, je la refais pour le lendemain. Ça arrive assez souvent, hein, ça. C'est vraiment des choses, c'est pas du tout un cliché, c'est vraiment des choses qui se passent. Moi c'est ce que j'aime d'ailleurs, c'est ce que j'aime, ce moment où les choses prennent une forme quasiment définitive, c'est ici. C'est souvent ici. Pour donner des émotions aussi? Ah ben, la musique, c'est toujours pour ça. Si c'est pas pour donner une émotion, là, moi, je change de métier. C'est pas du tout. Bien sûr, c'est pour ça. Mais nous faisons une musique. Les gens souvent ne pensent que cette musique-là est dépourvue d'émotion. Ce n'est pas vrai. C'est parce que quand on entend quelque chose pour la première fois, on est perdu, on ne sait pas, et il y a des gens qui prennent un coup en pleine figure parce que effectivement c'est très fort et l'émotion surgit. Puis d'autres se disent je comprends rien, je sais pas, parce qu'ils sont trop intellectuels, ils se laissent pas aller. Il faut se laisser aller pour entendre cette musique-là. C'est la musique d'aujourd'hui, c'est la musique qui demande à ce que on libère un peu d'espace dans son cerveau, c'est-à-dire qu'on accepte de ne pas être économe de son cerveau, qu'on accepte d'entendre des choses qui sont de l'ordre, pour la personne qui l'entend, de l'ordre de l'inouï, parce que ce ne sont pas des choses inouïes, ce sont des choses qui se construisent avec le temps, et on part de Palestrina pour aller arriver jusqu'à aujourd'hui. Il y a une grande continuité. Mais pour certains qui ont l'habitude de n'entendre que des choses qu'on leur propose, hein, ou qu'on leur a proposées, c'est une difficulté. Ce n'est pas le cas du public, évidemment, qui vient chez nous habituellement, mais on voudrait qu'il y ait plus. On voudrait que les tranches d'âge soient plus diversifiées, on voudrait que, etc. Donc toutes les actions que nous menons, elles sont quand même envers ces publics. En lien. Toujours. Notamment les deux actions auxquelles j'ai pu participer, Chante au quotidien, où là c'est absolument magique parce que vous apportez la musique dans les écoles, vous faites une éducation artistique auprès des très jeunes élèves, où ils chantent tous les jours 20 minutes, et puis la rentrée des chœurs aussi, qui est l'événement phare du commencement de la programmation culturelle, qui permet de rassembler des chœurs amateurs et professionnels dans les petits villages, à proximité du public. Tout ça, vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors très, très rapidement, mais chanter au quotidien, c'est quoi? Il faut dire que depuis 2 ans, nous sommes Centre national d'art vocal, donc on a des missions, une charge importante, hein, mais qui n'est pas si lourde que ça pour nous. Enfin, elle est lourde d'un point de vue des choses à faire,
mais elle nous pousse à inventer des choses, et quand on invente, on se sent toujours plus léger. Mais l'idée, c'est quand même que, pour ce qui concerne les écoles primaires, c'est d'envoyer dans des écoles des intervenants qui sont absolument compétents et qui font chanter les enfants 20 minutes. C'est-à-dire que les enfants chantent tous les jours 20 minutes, tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enfants qui, d'un point de vue musical, sont beaucoup plus éveillés, vont beaucoup plus vite, chantent juste, et donc on peut penser que dans leur vie, ils vont chanter. D'ailleurs, on a l'exemple d'une petite fille, là, moi, ce qui m'a beaucoup touché, qui a fait chanter au quotidien 2 ans dans une école du 13e arrondissement, et qui, elle ne pensait pas faire ça, mais a découvert le chant et vient de rentrer au conservatoire dans la maîtrise du conservatoire. Ah, voilà un bel exemple. C'est absolument formidable, mais une petite fille dont le milieu social ne pouvait pas penser, ne pouvait pas lui donner cette chance. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et puis c'est aussi important pour autre chose, c'est que les enseignants nous disent surtout n'arrêtez pas, parce que nous, on se rend compte que les enfants, en plus de mémoire, s'écoutent entre eux davantage, se respectent, etc. etc. Donc c'est quand même très important ça. Et moi je pense qu'il faut que nous, collectivement, l'éducation nationale bien sûr, tous nous changions de paradigme et que nous acceptions cette idée qu'il ne faut pas faire la musique par tranche de 1 heure par semaine, c'est absurde. C'est une pratique qui se fait un peu quotidiennement. Moi, je me rends compte que dans ma vie, c'est le fait que j'ai chanté, non, je ne suis pas chanteur, mais j'ai toujours chanté intérieurement beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour trouver les phrasés, pour imaginer des choses. J'ai un chant quotidien, c'est quotidien ça. Et ça nourrit énormément. Il faut penser que c'est une chose qui nous apporte beaucoup sur le plan humain. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas changer vraiment profondément la société. C'est pas possible. Mais ça, il faut le dire très haut, très haut, très haut. Ça. Mais on ne cesse de le dire, mais on est un pays où le dogme a quand même sa place, quand même, hein, d'une certaine façon. Hein. Et je pense qu'il faut accepter cette idée que les tranches horaires, le saucissonnage comme ça, comme on a, ce serait une révolution, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut crier haut et fort. Qu'il faut crier haut et fort, oui, c'est ça. Roland et Rabédian, quelle est la programmation que vous avez envisagée pour cette année et quel est le signe, si je puis dire, de cet état d'esprit de programmation musicale? C'est très bien que vous employiez le mot signe déjà, parce que le premier concert, c'est sous le signe du cygne, l'oiseau. D'accord. L'oiseau qui est un oiseau avec une grande élégance, mais qui est aussi un cygne noir, qui est aussi un vilain petit canard, qui est aussi éventuellement un chant, le chant du cygne, hein, qu'on ne connaît que trop. Donc ce premier concert, là tout de suite il va y avoir une création d'un compositeur chinois qui, parce que nous devions partir pour une tournée en Chine qui a été repoussée d'1 année, pour les raisons qu'on peut comprendre, et donc ce compositeur a écrit, d'après un poème chinois, les 12 signes, justement. Et ça m'a donné l'idée, évidemment, de rajouter des pièces comme Swan Song, etc. D'ailleurs, certaines, vous voyez, il y a aussi une idée de transmission dans ce que nous faisons, parce qu'il y a là 3 étudiantes en direction de chœur qui viennent des grands conservatoires européens et qui viennent pour travailler justement Swan Song de Oana et d'autres pièces. Donc, vous voyez, il y a là je les laisse diriger d'ailleurs, elles vont diriger une partie du concert, et c'est très bien. Et il y a cette idée de commencer sous la forme de
cet oiseau majestueux, pourquoi pas, élégance, avec une certaine élégance. classe. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais très vite, après, mois de novembre, on a un autre... Alors d'abord, entre, il n'y a pas que nous. Il y a aussi un opéra en langue corse avec Jérôme Casalonga. D'accord. Il y a, donc c'est toujours la voix, il y a l'ensemble Irini avec Lila Josi qui va venir faire de la musique beaucoup plus ancienne, un très bel ensemble. Et puis nous reprenons en novembre, nous, Musica 13, avec un concert qui est beaucoup plus lié à la sortie d'un disque et plus en lien aussi avec les lycées, les collèges, d'une certaine façon, parce qu'une œuvre de Michel Pétrosian, dont nous avons enregistré l'ensemble des œuvres vocales, paraît juste à ce moment-là, et nous faisons avec une de ces œuvres qui s'appelle Chanter l'icône, une icône qui apparaît au public sur un écran vidéo, qui est une icône magnifique du XVIIe siècle, et qui apparaît peu à peu, et la musique se construit peu à peu en fonction de cette apparition. C'est à la fois très spectaculaire, mais c'est très pédagogique aussi pour des jeunes qui sont en mesure de comprendre comment se construit une icône, comment on la bâtit, comment on la dessine, comment on la peint, et puis comment une musique peut se construire autour. Donc ça, c'est une chose à deux volets. La veille, c'est pour les lycéens. Le lendemain, ce sera dans le concert. Ce sera dans le concert, mêlé à d'autres pièces aussi, d'autres compositeurs comme Jean-Louis Florence, par exemple, ou Palestrina. Vous voyez, on mélange musique ancienne, musique d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, avec des compositeurs voilà. Qui sont là. Plus tard, au mois de juin, il y aura une pièce de Philippe Scholler, une création, autour de l'idée du poison, avec Marie-Joseph Jude au piano, et nous, 12 chanteurs. Et puis un peu avant, au mois de mars, dans le cadre de Mars en baroque, il y aura, ce ne sera pas dans cette salle, ce sera à l'église Saint-Théodore, mais la création se fait ici, une pièce de Dominique Lièvre avec, pour 16 chanteurs, violoncelle, sur l'idée du noir, et évidemment c'est Pierre Soulages qui a inspiré le compositeur. Donc en regard, une œuvre de Monteverdi, le clair et l'obscur, vous voyez, qui se font face. C'est comme ça que le laboratoire se fait. En même temps, dans cette salle, c'est un lieu de concert, c'est un lieu de résidence. Je citais l'ensemble Irini, qui sera en résidence une semaine dans la salle, mais il y a aussi, par exemple, le Zad Multaka, grand ami et compositeur dont nous faisons beaucoup d'œuvres, qui va faire une résidence pendant 3 ans, 3 fois une semaine par an, avec un ensemble nouvellement créé qui va s'appeler Migre Ensemble. Migre Ensemble, c'est un beau nom, mais pourquoi? Parce qu'il se constitue de musiciens migrateurs, si je puis dire, qui sont des musiciens qui viennent de pays où le malheur sévit et qui sont obligés de migrer, de venir ici, par exemple. Il y a d'excellents musiciens qui vont voyager comme ça, qui se trouvent ici. Et Zad Multaka les récupère, les met en situation dans la salle pendant quelques temps pour improviser. Et lui, de ces improvisations, il va tirer de la matière pour faire une musique qui verra le jour dans 3 ans et qui est une grande fresque musicale avec cet orchestre, ces Musica 13. Et puis, on parlait tout à l'heure de chanter au quotidien avec les enfants de chanter au quotidien, parce que Multaka est en train d'écrire, il nous a déjà donné quelques chansons, des chansons pour enfants, qui viendront là-dedans. Alors on va commencer à leur faire travailler dès cette année, ce ne sera peut-être pas les mêmes enfants, mais dans 3 ans, il y aura aussi des enfants qui participeront à cette grande fresque. Donc, vous voyez, c'est un laboratoire ici. Des choses se créent, se passent et ils nous enthousiasment parce que c'est très intéressant d'avoir comme ça la création, susciter l'intérêt, des choses nouvelles, etc. C'est ce qui vous passionne aussi, alors moi, de la musique, justement, de susciter des choses nouvelles, de susciter la
Alors moi, ça me passionne. Ce qui me passionne, c'est d'inventer. Je n'ai pas composé, j'invente des situations pour qu'on soit dans cette... voilà, j'aime beaucoup cette situation-là. Quand je crée une œuvre, j'ai l'impression de quasiment de l'avoir composée moi-même, quoi. Enfin, c'est très intéressant. Mais parce qu'on parle avec le compositeur, parce qu'on interagit, parce que voilà, les idées fusent. Là, c'est Zad qui a eu cette idée de cet ensemble, mais Zad Multaka, nous faisons une pièce de lui au mois d'août prochain, une grande création pour 6 chanteurs et film vidéo, les chanteurs étant filmés sur la vidéo, mais étant sur le plateau également, les mêmes. Donc il y a là une interaction évidemment avec les chanteurs, et c'est sur les 12 travaux d'Hercule. C'est un nouveau cycle que moi j'initie avec ce sous-titre 12 allégories pour la planète. On voit bien la relation qui peut se faire entre les deux. Donc voilà, c'est toujours un aller-retour. Quelquefois j'appelle les compositeurs, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire sur ça? Et puis finalement, ce n'est pas tout à fait ça qui arrive. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que c'est l'interaction entre les gens qui vont faire qu'il y a quelque chose qui se crée. Comment vous les choisissez alors, ces compositeurs? C'est des rencontres, c'est quoi? Alors, c'est des rencontres toujours, mais je choisis les compositeurs pour qui composer est une réelle nécessité. D'accord. C'est-à-dire que les compositeurs qui sont compositeurs parce que, voilà, ils savent faire, ça ne m'intéresse pas trop. Et en général, les musiques s'en ressentent. Moi, j'aime bien qu'à travers une musique, on découvre l'homme qu'il y a derrière. Ça me paraît très important. Merci beaucoup, Roland Érabédian, pour cette rencontre. Merci à vous. Pour présenter cette salle, vos actions, vos événements, et surtout susciter la curiosité. C'est très important que les gens sortent, vraiment je l'ai dit, mais viennent à la rencontre de ces créateurs. C'est très important qu'ils ne fassent pas que la queue dans les musées. Oui. Parce que dans les musées, on fait des grandes expositions et finalement c'est de bon ton de faire un tour, ça fait passer la journée. Très bien. La musique, ça demande il y a une autre exigence, parce que quand on voit un tableau qui ne plaît pas, on peut détourner le regard, il n'y a pas de problème. Quand on est dans une salle, on y est. On reste. Normalement, on reste. Il y a des gens qui peuvent... Si on est poli, on reste. Mais il faut rester. Il faut accepter, et surtout accepter de revenir en se disant, il y a quelque chose qui m'a peut-être échappé, mais je vais voir si une deuxième écoute est possible. C'est très important ça.